Bon, allez, je vous propose de démarrer. Les retardataires nous rejoindront en cours de route. Donc, pour commencer, juste quelques petits mots d'introduction. Donc, certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Moi, je suis Sébastien Diette. Je travaille au sein de deux structures basées à Montpellier, Alcina et Mycea, qui sont deux sociétés qui travaillent pas mal autour de la thématique du champignon et qui travaillent un peu plus spécifiquement sur la thématique de la truffe. Du coup, c'est une filière que je connais un petit peu. Et à ce titre-là, j'ai le plaisir, depuis l'année dernière, d'être le coordinateur technique du programme Trufforum pour la région Occitanie. Donc, quelques mots sur ce qu'est Trufforum. Donc, Trufforum, c'est un programme qui est porté par l'Institut mycologique européen. Cet Institut mycologique européen est un organisme de coopération européenne qui œuvre spécifiquement sur la thématique du champignon et qui vise notamment à transmettre des connaissances et la culture de la consommation des champignons au grand public. Donc derrière cette mission un petit peu générale que porte l'Institut mycologique européen, il y a un certain nombre de projets différents. Un de ces projets est donc le projet Trufforum. Donc Trufforum, c'est un projet qui est né en 2016-2017 et qui, à l'origine, à la base, est un événementiel, donc un événementiel à l'ancienne, tel qu'on savait les faire, donc un événementiel en présentiel, qui se tenait sur un grand week-end et qui avait pour objectif de présenter au grand public ce qu'est la truffe, comment on choisit une truffe de qualité, comment on la conserve, comment on la prépare, comment on la cuisine. Et donc, au travers de ce week-end, il y avait un certain nombre de démonstrations, d'ateliers. Il y avait également de programmer généralement un certain nombre de conférences, donc là, qui s'adressent plutôt aux gens qui sont impliqués dans la filière, donc plutôt à des trufficulteurs ou à des techniciens. Voilà, donc les premiers événements Trufforum se sont déroulés dans diverses villes espagnoles, de 2017 à 2019, et puis à partir de 2020 est apparue la crise Covid, et à partir de là, il a été décidé que Trufforum ne se tiendrait plus en présentiel, mais que ça allait devenir une plateforme en ligne, donc le site trufforum.com, plateforme en ligne sur laquelle serait réuni tout un paquet de ressources, d'informations concernant la truffe et la trufficulture, et surtout la consommation de la truffe. Donc cette fois, puisque ce Trufforum se tenait en ligne et plus en présentiel sur un territoire, il devenait possible de réunir plusieurs territoires pour animer ce Trufforum. Et du coup, c'est ce que vous pouvez voir sur la page d'accueil du site trufforum.com sur laquelle je suis là. On a aujourd'hui 5 territoires qui sont réunis autour de Trufforum, donc 4 territoires en Europe, parmi lesquels 3 en Espagne, donc Vic, Soria et Teruel, et en France, la région Occitanie. Donc la région Occitanie qui fait partie des membres fondateurs de l'Institut mycologique européen et qui est par ailleurs un des financeurs du programme Trufforum. Et puis il y a quelques semaines, un 5e partenaire a rejoint le programme Trufforum puisque la ville de New York, par son école de cuisine, fait désormais partie des partenaires de Trufforum. Voilà, donc moi, ce sur quoi j'ai travaillé depuis l'année dernière, c'est à la mise en place, à la programmation d'activités pour construire un Trufforum en Occitanie. Donc, c'est un travail qui a été fait en concertation, en partenariat avec la filière, donc avec la Fédération régionale des trufficulteurs d'Occitanie. Et on a construit un programme qui allie des interventions pour du grand public et des interventions pour des gens qui sont plus au fait de la truffe et de la trufficulture. Donc, il y a parmi tout ça un certain nombre d'ateliers qui ont été menés, donc des ateliers sur la cuisine de la truffe, des ateliers sur le diagnostic de sol en truffière. Il y a des cours de cuisine qui vont être organisés au mois de mars à destination des élèves de l'école de cuisine de New York.
Il y a un certain nombre de vidéos qui sont des vidéos de présentation de différents territoires trufficoles de la région Occitanie. Et pour cette première année, il y a 3 territoires qui vont faire l'objet d'un petit reportage qui sont Uzès, Villeneuve-Minervois et l'Albinque. Et puis enfin, il y a 2 conférences scientifiques qui ont été programmées cette année. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première de ces conférences. Donc avant d'embrayer sur la conférence, je vous présente juste rapidement le site web de Truforum parce que vous pourrez y trouver donc un certain nombre d'informations intéressantes. Donc pour chacun des territoires, Vic, Occitanie, Soria, Teruel, New York, vous avez la possibilité de cliquer et d'accéder au programme des manifestations qui sont prévues sur chacun de ces territoires. Donc voilà pour le territoire Occitanie. On commence aujourd'hui avec la conférence de Franck Richard et puis vous pouvez voir tout ce qui est prévu comme animation et comme diffusion d'informations sur le site dans les semaines qui viennent. Vous pouvez faire la même chose donc avec les différents territoires du programme Truforum. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est quand vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu et vous avez accès aux éditions précédentes. Voilà, ici 2017, 2019, 2020, 2021. Et en allant sur chacune de ces éditions précédentes, vous aurez accès à l'ensemble des vidéos, conférences, ateliers qui ont été filmés lors de ces précédentes éditions et qui sont mis en ligne. Donc il y a une mine d'or sur ce site en termes d'informations sur la truffe et la trufficulture. Voilà, donc j'en termine là pour ces quelques mots d'introduction. Je vais assez rapidement passer la parole à Franck Richard pour sa conférence. Je le laisserai se présenter et présenter la conférence à proprement parler. Ce que je vais faire, c'est juste vous donner quelques règles pour que la conférence et que ce système online fonctionne le mieux possible. Donc la première chose que je vous ai déjà dit et que je redirai, c'est qu'on conserve les micros coupés jusqu'à la fin de la conférence. Donc concrètement, Franck Richard va avoir environ 45 minutes pour présenter son travail, le travail de son équipe. Et puis à partir de là, il y aura de la place, on aura une demi-heure, 3/4 d'heure pour un temps d'échange, un temps de questions-réponses. Ce que je vous demande, c'est autant que possible d'utiliser le chat de Zoom pour poser vos questions. Donc, vous avez un système dans les options. Là, vous allez dans les 3 petits points avec écrit « plus » et là, vous avez accès au chat. Et sur ce chat, vous pouvez poser des questions. Et moi, je ferai modérateur. Et du coup, quand Franck aura terminé sa présentation, je m'occuperai de retranscrire les questions à Franck. Si l'utilisation du chat est problématique ou si la question que vous avez à poser est trop longue ou trop pénible à écrire, vous avez une fonction qui vous permet de lever la main et dans ce cas-là, je vous donnerai les uns après les autres la parole pour que vous puissiez intervenir. La dernière chose que je dois vous signaler, c'est que vous aurez compris que le principe de Truforum, c'est qu'il y a une plateforme en ligne sur laquelle on dépose un maximum d'informations et de vidéos. Donc, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée. Ça fera l'objet d'un petit montage et ça sera mis en ligne dans les semaines qui viennent. Voilà, donc il est nécessaire de vous informer que l'ensemble de cette intervention est enregistrée et que du coup les questions que vous serez amenés à poser sont enregistrées également. Voilà, donc à partir de là, j'enlève le site internet et l'écran et je vais laisser la parole donc à Franck Richard. Franck, tu vas pouvoir reprendre la main sur l'écran et afficher ta présentation. Ça y est, tu m'entends? Je t'entends et ta présentation est à l'écran. Merci Sébastien et bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir vous présenter un travail qu'on a réalisé avec tout un tas de personnes dont vous voyez les noms, mais plus encore avec des trufficulteurs dont vous verrez apparaître aussi les noms à la fin de la présentation parce qu'ils sont
bien entendu remercier pour avoir participé à un travail qui était un travail de science participative et qui s'était intéressé au piège à truffes. Alors, avant de commencer, je voulais juste dire ce que je fais dans la vie. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et je travaille sur l'écologie des champignons, de manière plus générale, pas seulement sur la truffe, mais aussi sur des espèces associées à nos chairs vertes qu'on va manger ou pas, d'ailleurs, qui sont valorisables ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la diversité des espèces fongiques qu'on peut trouver dans le sol et puis leur fonction pour le fonctionnement des systèmes forestiers en Méditerranée. Donc ça, c'est mon travail. Et il y a quelques années, on a développé un premier programme sur la truffe. Alors, ce n'était pas moi qui dirigeais ce programme, c'était Marc-André Sellos. Je pense que la plupart des personnes qui sont derrière leur écran connaissent Marc-André. Donc, c'était le programme 6 truffes qui m'a permis, moi, de commencer à travailler sur la truffe et à essayer de comprendre un peu ce champignon, sa biologie, donc notamment sa reproduction, et puis son écologie, plus précisément ses interactions avec les espèces qui cohabitent avec la truffe et puis l'environnement dans lequel le champignon se développe. Donc, c'est à partir de ce programme-là que je me suis intéressé à la truffe. Et puis, petit à petit, on sait tous, hein, quand on commence à s'intéresser à la truffe, on n'en sort plus. Parce qu'on perçoit qu'il y a énormément de choses à comprendre. Qu'on cultive ce champignon sans en maîtriser vraiment ni la biologie ni l'écologie. Et on a envie de progresser sur cette voie-là dans le cadre si on a la chance d'être chercheur, dans le cadre de nos recherches. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on a travaillé donc avec une équipe de chercheurs que vous voyez ici, donc Marc-André, Lisa Tachen, François Rousset, mais aussi Javier Parladé, sur une pratique qui est largement répandue dans les truffières cultivées, qui est la pratique du piège à truffe ou du nid à truffe. Il y a tout un tas de termes qui sont utilisés pour désigner ce genre de ce qu'on a sur la photo, là, de petites excavations qu'on pratique sous les chênes truffiers et qu'on va remplir d'un mélange de terreau, de tourbe, de vermiculite, de perlite, de tout un tas de choses qu'on peut rajouter. Et puis, on va aussi y ajouter des débris, des fragments de truffes qui ont été invendus ou qui ont été simplement récoltés trop tard ou trop tôt. Et voilà, on essaie par ces pratiques-là d'activer la production de truffes dans ces micro-sites qu'on appelle les truffes pour certains, comme je viens de vous l'exposer. Alors, ce qu'on a voulu essayer de faire donc avec cette équipe de chercheurs, c'est s'associer avec des trufficulteurs qui pratiquaient déjà ce genre de piège. Et à l'aide de leur propre expérience, on a construit une expérimentation où chacun des 10 trufficulteurs qui ont été associés ont accepté dans leur truffière de réaliser des pièges à truffes dont la configuration était la même pour tout le monde, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe dans ce dispositif-là. Et puis, pour comprendre finalement ce qui se passait dans ces pièges à truffes, on leur a demandé de bien vouloir accepter de mettre des truffes dont on allait au départ étudier l'identité génétique pour savoir exactement qui est-ce qu'on mettait dans le sol sur un plan purement génétique. Ça nous permettait de faire une enquête. Une seconde. Pardon ? Franck, excuse-moi, c'est Sébastien, je te coupe une seconde. Bien sûr. Une petite vérification technique parce qu'on est toujours sur la page d'accueil. Donc, c'était pour savoir si c'est normal. C'est normal. Okay. Pas plus longtemps. Donc, ça nous permettait de faire cette enquête, d'avoir au départ de l'expérimentation l'identité génétique des truffes qu'on plaçait dans les trous, pour 2 ans plus tard, lors de la récolte, analyser les truffes récoltées, justement, ce plan génétique, et voir s'il y avait un lien entre ce qui avait été placé dans les pièges 2 ans plus tôt et ce qu'on récoltait à la fin de l'expérimentation. Donc ça permettait de comprendre ce qui se passait dans les pièges à truffes. Donc c'est cette histoire-là que je vais vous restituer et les conclusions de ce travail que je vais vous présenter. Je vais parler en 4 points. Dans un premier temps, parce qu'on n'est pas forcément tous familiers de la biologie et de l'écologie de la truffe, je vais rappeler les quelques points fondamentaux qu'il faut avoir en tête
pour bien comprendre ce qu'on a réalisé là, et nos hypothèses de travail. Donc, c'est le point d'où partons. Qu'est-ce qu'on sait réellement au départ de notre expérience? Dans un second temps, je vous présenterai précisément l'expérience qui a été réalisée. J'exposerai les grands résultats, les principaux résultats et une petite conclusion pour finir mon propos. Alors, d'où est-ce qu'on part? Nos connaissances au départ de ce travail sont les suivantes. Je vais distinguer la biologie et l'écologie. Là, ce qui nous intéresse en un premier temps, c'est la biologie. Ce qu'on sait sur les connaissances biologiques, c'est que la truffe, bon, là on voit une truffe pas très mûre hein, en arrière-plan, on a appris à la connaître dans des plantations. Et dans des plantations, ce qu'on a réalisé de façon certaine, c'est que pour produire ce que vous avez sur la photo, hein, pour produire ce champignon, il faut à l'origine un couple de champignons, un couple de truffes qui vont se marier. Les deux individus vont se marier pour pouvoir réaliser la fructification que nous, on va récolter et consommer. Donc, ce couple est formé d'un individu qu'on va appeler maternel et d'un autre individu qu'on va appeler paternel. Donc, il faut qu'ils soient deux. Il n'y a pas de fructification sans mariage. Ce couple, il est facilement distinguable, et ça, c'est un point fort, par la génétique. Parce que lorsqu'on a séquencé le génome de truffe, on s'est aperçu que dans ce génome, il y avait un gène sexuel et que ce gène sexuel permettait de distinguer dans la nature deux types d'individus sexuellement complémentaires, donc aptes à former des couples. Donc ça nous est très utile parce que quand on essaie de comprendre comment se passe la reproduction dans un piège à truffes, il faut pouvoir retrouver les individus qui ont contribué à la fructification. Ce qu'on sait des membres de ce couple, c'est que l'individu maternel, dont on vient de parler, c'est un individu qui est nourricier dans son rôle, c'est-à-dire qu'il va apporter tous les nutriments nécessaires à l'édification du carpophore, donc de la truffe que l'on récolte. Et ça va pouvoir se faire parce que cet individu, il forme des mycorhizes sur l'arbre hôte. Alors, ce que vous avez en photographie derrière le texte, ce sont des mycorhizes de truffe. Donc, vous voyez une racine longue qui est en haut et qui se ramifie en racine courte. Et la racine courte que j'essaie de suivre avec ma souris, j'espère que vous la voyez, elle est ramifiée à son tour, elle est un peu boudinée, et puis on voit qu'elle est complètement hérissée de petits filaments. Ça, c'est l'unité d'association entre le champignon et la plante, c'est la mycorhize. Et c'est sous cette forme-là que vivent les individus maternels truffes sur les racines des arbres tout au long de l'année et pour plusieurs années. Donc, l'individu maternel, il faut imaginer que c'est un champignon qui est un ensemble de filaments qui vit dans le sol et qui est connecté à la plante à partir d'un très grand nombre de ces mycorhizes qu'on voit là. Il faut imaginer qu'un individu maternel, ce n'est pas une seule mycorhize, mais c'est un très grand nombre, des centaines, des milliers, on ne sait pas exactement combien, mais un très grand nombre de mycorhizes qui sont interconnectées les unes aux autres par des filaments de cet individu-là. Pas mal d'études ont été réalisées et on a pu voir que sous les arbres producteurs, dans la nature, donc dans les plantations, encore une fois, on a généralement sous un arbre producteur un grand individu maternel qui est établi sur les racines de la plante et qui va nourrir les fructifications produites à partir du mariage avec des individus paternels. Et ces individus paternels, on a du mal à les trouver dans le sol, on a du mal à savoir exactement où ils se trouvent. Ce qu'on sait, c'est que quand on ramasse des truffes sur un brûlé producteur, ils ont joué un rôle puisqu'ils ont fécondé systématiquement l'individu maternel à l'endroit où on va récolter la truffe. Ça, c'est nos connaissances au début de l'expérimentation. Juste pour compléter, l'enquête sur les individus paternels, leur nature, pour l'instant, elle a été compliquée. Et on n'a pas trouvé, quand on les a cherchés, avec les outils qu'on a, on n'a pas trouvé sur des brûlés producteurs où on ramasse nos truffes, à côté des individus maternels sous forme de mycorhizes, on n'a pas trouvé de mycorhizes paternelles. Donc on imagine qu'ils sont sous forme de filaments mycéliens, qu'ils sont soit très rarement connectés aux plantes, c'est-à-dire en nombre trop faible pour qu'on les ait trouvés, soit connectés à d'autres plantes que la plante hôte, peut-être,
soit pas connectés du tout. Dans tous les cas, ce dont on est sûr, c'est que ces induits paternels sont bien moins représentés que les induits maternels dans le sol. Et ils ne semblent absolument pas être pérennes, puisque quand on compare les couples qui ont formé des truffes sous un même brûlé, année après année, on s'aperçoit que l'induit maternel, il est là, il reste installé, et chaque année, il se marie avec un induit paternel ou plusieurs, mais que d'une année sur l'autre, on ne retrouve pas les mêmes individus paternels. Donc, ils ne semblent pas s'établir et rester en place sur les brûlés. Quand on regarde du coup une gléba de truffes, on peut avoir la certitude qu'on va retrouver du matériel génétique issu des deux parents. Donc là, c'est un zoom sur une gléba, vous avez des veines blanches que vous connaissez bien, et puis vous avez ces parties sombres du marbré, hein, comme on l'appelle, qui sont des asques contenant un grand nombre d'ascospores. Plus cette partie est sombre, plus les ascospores sont mûrs, sont pigmentés. Donc, on peut voir le degré de maturation de la truffe à partir de cette coloration-là. Ce qu'on sait, c'est que quand on regarde les individus qui forment cette masse-là, les veines blanches sont faites par l'individu maternel. Donc, ce sont des filaments du mycélium de l'individu maternel qui a nourri l'ensemble de la structure. Et il n'y a que cet individu-là qui est représenté là. Quand on regarde maintenant ce qu'il y a sur le plan génétique dans les parties sombres, donc on trouve des spores, et ces spores, quand on les séquence, on trouve des gènes typiques de l'individu maternel, mais on trouve aussi des gènes issus d'un autre individu, celui qui a servi au mariage, et qui est présent uniquement sous forme de ces gènes représentés dans les spores. Donc on a un déséquilibre qui est systématique hein, quand on observe on va dire la proportion prise par les deux individus. L'individu maternel forme l'intégralité des filaments de mycélium qui se retrouvent dans les parties blanches. Il n'y a pas d'individu paternel, mais on retrouve les traces du père dans les spores qui ont été produites. Donc c'est important parce que ça nous permet à partir de là de tester certaines hypothèses dans les pièges à truffes que je vais exposer un peu plus loin. Alors, nous partons maintenant côté pratique. Quand on a commencé ce travail-là, on savait plusieurs choses. La première, c'est que ça fait très longtemps que les trufficulteurs pratiquent ce qu'on appelle l'ensemencement des truffières, c'est-à-dire qu'ils dispersent de façon raisonnée, de façon ciblée, de façon orientée sous les arbres, des fragments, des restes de truffes contenant des spores, et que ces spores sont censés aider à fructifier davantage, à produire davantage de truffes l'année suivante. Donc cette pratique est ancienne, et quand je dis ancienne, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans, c'est des pratiques qu'on retrouve jusqu'au 19e siècle. Ce qu'on sait moins, c'est, parce que ce n'est pas forcément très, très vulgarisé, c'est quels sont les résultats effectifs d'une truffière à l'autre. Alors on a des éléments, au moment où on démarre cette expérience, on sait que d'une truffière à l'autre, il semble y avoir des écarts. Il semble y avoir des personnes qui produisent principalement dans leurs pièges, et puis d'autres très peu. Par contre, quand on essaie de regarder avec eux plus concrètement quels pourraient être les mécanismes derrière ce succès, eh bien là, on manque de données, on manque d'hypothèses, et il fallait absolument essayer de comprendre comment ça marche quand ça marche. Donc c'est ce qu'on a fait ici en explorant ce qu'on appelle du coup les mécanismes à l'origine de ce succès des pièges à truffes. Alors, on sait aussi que les pièges, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça s'appelle des nids, des trous catalans. J'ai entendu plein de choses. Il y a 1000 façons de les nommer. Il y a surtout 1000 façons de le faire. Certains utilisent des trous avec une section qui va être circulaire, d'autres elle va être carrée, d'autres rectangulaires. Les profondeurs vont être variables. La façon de garder ou pas les racines du chêne, ou en tout cas de l'arbre hôte, va être variable. Certains vont surtout pas abîmer les racines, d'autres vont systématiquement les couper, avec tout un tas d'hypothèses derrière en disant que c'est positif, ça aide, il faut faire attention à, ou au contraire, il faut tout couper, c'est positif, ça aide. Les outils avec lesquels on fait ça ne sont pas les mêmes, les substrats ne sont pas les mêmes, en tout cas. D'une truffière à l'autre, lorsqu'on a démarré ce travail, on s'est aperçu que chacun y allait de sa méthode, et que si on voulait essayer de comprendre comment ça marche, il fallait absolument qu'on fixe tout ce qu'on appelle ces facteurs de variation, qui sont toutes ces méthodes différentes de travail.
Alors pourquoi? Parce qu'en science, malheureusement, si on laisse chacun faire à sa façon les pièges à truffes, on va difficilement pouvoir interpréter les résultats d'une truffière à l'autre parce qu'on aura ce qu'on appelle un facteur confondant. C'est-à-dire que la méthode fait partie des facteurs qui peuvent faire varier le résultat. Et donc, il faut absolument au départ éviter que les méthodes diffèrent d'une truffière à l'autre. C'est ce qu'on a fait en fixant pour chacun des 10 trufficulteurs des règles qu'on a construites ensemble, la section des trous, la profondeur des trous, le traitement des racines de l'hôte, le type de substrat et ainsi de suite. Ce qu'on sait aussi en démarrant, c'est que essentiellement, dans le discours en tout cas, les récoltes dans les pièges se font 2 ans après la mise en place du piège. Alors vous voyez au fond une truffe qui dépasse à peine. Et ce qu'on sait par rapport à cette truffe, en général, c'est que les récoltes se font sur les bords, soit au fond, soit sur les côtés, mais à la limite de l'excavation qui a été réalisée au départ, à la frontière entre l'addition du terreau et la terre de la truffière qui est restée non perturbée. Donc ça, c'est des choses qui apparaissaient dans le discours et qui ont fait que lorsqu'on a monté notre expérience, on a proposé d'ouvrir les pièges 2 ans plus tard et pas immédiatement l'année après la mise en place des pièges. Alors, ce 2 ans plus tard, on peut le constater dans des données qui ont été on va dire, précautionneusement consignée par des trufficulteurs. Là, vous avez une truffière du côté des Charentes, sur lesquelles on a eu la chance d'avoir un cahier de notes qui a été alimenté par la trufficultrice, Sandrine Fisala. Et quand on regarde la production dans les pièges à truffes qu'elle a mis en place, on voit qu'ici, en 2007, elle piège. Et puis, 2 ans plus tard, on voit un pic de production. Là également est mise en place de pièges. Alors, les pièges sont séquencés dans le temps et systématiquement, on a des pics de production qui sont décalés dans le temps et qui sont vraiment dans les pièges. Alors, comment on peut le déterminer? C'est que vous avez plusieurs courbes ici. Vous avez la production totale de la truffière en noir et puis vous avez la production des arbres piégés seulement en rouge. Et on voit bien que la production de la truffière suit vraiment fidèlement ce qui se passe dans les pièges. Et donc là, on voit que les pièges sont les principaux contributeurs de ce qui se passe dans la truffière. Donc voilà, on sait que ça fonctionne, on sait que des trufficulteurs s'appuient dessus et on sait qu'il faut un délai de 2 ans pour que les pièges produisent les truffes escomptées. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on a réalisé cette expérimentation? Donc, j'ai déjà pas mal parlé, mais je vais vous montrer où ça se passe. Donc, on a sélectionné une dizaine donc, de plantations truffières. Donc, vous voyez ici la localisation sur une carte de France. On a des truffières dans le domaine atlantique. C'est la zone bleue qui est sur la carte de France. Donc, du côté de Jonzac, on vient d'en parler, chez Sandrine Fisala, mais du côté d'Angoulême également. Et puis également du côté de Villeneuve-sur-Lot, avec trois autres sites. On a en zone méditerranéenne également un certain nombre de truffières, depuis Arles-sur-Tech jusqu'à l'Hérault, voire un peu plus loin jusqu'à la vallée du Rhône. On voulait avoir cette représentation géographique la plus large possible pour que ce qu'on allait analyser ait une chance de montrer des résultats transférables, un peu généralisables et un peu globaux. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de représenter plus largement possible la zone de production de la truffe. Alors ce qu'on voit au départ sur la distribution de ces truffières, c'est également la proportion des truffes qui sont ramassées chez chacun d'entre eux, chez chaque trufficulteur, dans et hors piège. Alors, vous avez des petits camemberts associés à chaque truffière qui vous montrent en noir la proportion de ce qui est issu des pièges dans la production annuelle, et la production hors piège. On voit qu'ici, 50% des truffes sont issues des pièges sur ce site-là. Là, on est plutôt à 60%. Là, on tombe à 20%. Là également autour de 20%, là 10%, là 80%. Donc on voit une part très très variable de la production qui est issue des pièges. Donc ce n'est pas une pratique qui semble si triviale que ça et pour laquelle la proportion est systématiquement la même. Loin de là. On va de 0% jusqu'à 90% de la production chez les truffières. Quand on regarde aussi les âges des plantations,
là également, on voit un énorme écart. On a des arbres très jeunes, ici 3 ans, qui donnent déjà dans les pièges. Et puis, on a des plantations beaucoup plus âgées. Ici, on a 10 ans, par exemple, qui produisent, ou encore ici 18 ans, qui produisent des truffes dans les pièges. Et enfin, quand on voit le temps nécessaire entre la mise en place du piège et la récolte, là encore, on voit des variations. Ici, à Angoulême, on est 2 ans après la mise en place du piège, à Jonzac également. Tiens, là, ici, dans le Lot, on est à 3 ans après la mise en place. Là également, 3 ans. Donc, on voit quand même une variation de ce côté-là. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu la variabilité des résultats et puis comment on a procédé pour essayer d'avoir un dispositif le plus large possible avec des conditions de réussite finalement assez variables entre les truffières qu'on a inclus dans l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez chacun d'entre eux, chacun de ces trufficulteurs? On leur a proposé de nous désigner 3 arbres par truffière, 3 arbres producteurs, alors pour garantir un succès à la fin. Sur ces arbres producteurs, on a fait 8 trous à la tarière et chacun de ces trous devenait un piège à truffes. Alors pourquoi 8? Parce que dans une expérimentation comme celle-là, il va falloir qu'on ait des modalités, ce qu'on appelle les modalités, donc des types de trous, qui aient des caractéristiques particulières pour tester nos hypothèses. Alors, qu'est-ce que ça a été exactement? Donc là, on schématise simplement un chêne avec nos 8 pièges à truffes autour. Tout d'abord, on fait des pièges où on ne met rien du tout, c'est-à-dire qu'on ne met pas de sport. Donc, ce sont les 2 pièges contrôle qui sont en gris ici, pour lesquels on fait le trou à la tarière et puis on ajoute le terreau, la vermiculite, mais surtout pas les spores du champignon. Ça nous permet de voir si le piège fonctionne avec ou sans l'apport de débris de truffe. C'est ce qu'on appelle un contrôle de l'effet apport d'inoculum. Inoculum, c'est un terme savant pour désigner qu'on apporte des spores et du matériel fongique. Et puis, il y a 2 autres modalités. Il y a une modalité où on est en jaune pâle, là, où à chaque fois, on a mis une seule truffe. Et on a essayé, alors on a fait ça de façon très, très rigoureuse, on a ajouté 5 grammes de truffes, mais pas en aveugle. On a sélectionné des truffes pour lesquelles on a au préalable regardé génétiquement quel était le type sexuel de la truffe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 2 types sexuels dans la nature, parce que le génome de la truffe avait un gène sexuel, contenait un gène sexuel. Et donc, on a au préalable décidé de regarder ce gène sexuel et de sélectionner pour le premier gène une truffe et pour le second gène une autre truffe. Donc, c'est le bleu et le rouge. Alors, on est allé plus loin, on a procédé à 2 pièges avec le gène, on va dire, de type rouge, qu'on appelle le MAT2, pardon, et puis un piège avec le MAT1, donc l'autre gène sexuel. Donc là, on avait besoin de voir d'où venait effectivement cet effet génétique et donc de commencer à séquencer un peu ce travail-là. Et dans les 3 autres pièges qui sont en jaune plus marqué, là, au contraire, on a mis plusieurs truffes, et des truffes contenant donc les 2 types sexuels, bleu et rouge. Donc ça, c'est nos modalités de piège à truffes, et ça permet comme ça de voir l'effet, la nature de l'effet constaté. Donc tous ces pièges sont dans la limite du brûlé, et on répète l'opération donc 3 fois pour chacune des 10 truffières. Alors ça donne ça sur le terrain. Vous avez les petits piquets qui sont ici, 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 et qui sont les emplacements des pièges à truffes. Là, on est dans le Lot, qu'on a positionné au moment de la mise en place de l'expérience. Alors, quels sont les résultats lorsqu'on, 2 ans plus tard, on est revenu sur site pour ouvrir les pièges à truffes? Il faut savoir qu'on a proposé aux trufficulteurs, dès le début de la seconde année en place des pièges, de passer avec leurs chiens pour détecter d'éventuelles truffes mûres qui étaient présentes dans les pièges. Donc, c'est ce que les trufficulteurs ont fait. Et donc, à partir du début de la 2e saison, on va systématiquement sur les pièges. Et lorsque
les chiens marquaient, ils ont ouvert les pièges, récolté les truffes et les ont mis de côté, congelés, pour qu'on puisse ensuite regarder la génétique des truffes récoltées. Quand les chiens n'avaient pas marqué, de toute façon, nous, on est venus, et à la fin de la deuxième saison, et on a systématiquement ouvert tous les pièges pour récupérer d'éventuelles truffes qui auraient été oubliées par les chiens, qui n'auraient été pas détectées pour des raisons de non-maturité, par exemple. Dans tous les cas, on ne voulait strictement rien laisser dans les pièges et se donner les chances d'avoir le maximum de truffes possibles. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est quand vous savez, quand on fait un piège, on en a un peu parlé, on fait un trou, donc on perturbe le sol, et puis ensuite, on rajoute tout le matériel dont on a parlé. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas déjà un effet de ce qu'on appelle la perturbation, donc le fait de piocher, de mélanger, de rompre, de bouleverser finalement le sol. Pour tester ça, on a regardé si il se passait quelque chose dans les pièges contrôle, c'est-à-dire les pièges où on n'a pas mis de spores de truffe. Donc, ces premiers pièges gris dont je vous ai parlé juste avant. Et on a comparé les résultats dans ces pièges-là avec les résultats des pièges contenant des fragments de truffe. Alors, j'ai juste mis un tableau. Donc, les pièges avec truffe, on les appelle les pièges inoculés. Les pièges contrôle, donc c'est les non inoculés. Et là, on présente les résultats sur trois sites principaux, donc dans les Charentes-Maritimes, Charentes et Pyrénées-Orientales. Et je vous présente juste le pourcentage de pièges productifs, c'est-à-dire le pourcentage de pièges dans lesquels on a récolté des truffes à la fin de l'expérience. Donc, sur chacun des sites, ce qu'on voit, c'est que c'est 50% donc, des pièges inoculés en Charente et 67% des pièges non inoculés. Donc, on a une proportion assez proche des deux types de pièges qui produisent des truffes. On va en Charente, ça baisse, mais ça baisse pour les deux. Et là encore, ça reste assez proche. Un gros quart des pièges des Charentes avec inoculum ont produit des truffes et un tiers des pièges sans inoculum ont également produit. Et enfin, dans les Pyrénées-Orientales, on n'a qu'un cinquième des pièges inoculés qui produisent des truffes et on n'a qu'un gros dixième des pièges non inoculés. Donc, on voit que les pièges non inoculés produisent, et produisent en tout cas pour deux des sites une proportion au moins égale de truffes par rapport aux pièges inoculés. Et dans les Pyrénées, par contre, on sent qu'il y a un léger décalage en défaveur de ces pièges non inoculés. Si on regarde nos moyens de truffes qui sont produits par piège, sur ces mêmes trois sites, en moyenne, 3 truffes produites en Charente-Maritime dans les pièges inoculés, 3,5 dans les non inoculés. En Charente, on passe de 5 et 2. Et puis dans les Pyrénées-Orientales, on est à 5, 1. Donc on voit que là, de site à site, il y a des petits écarts. Pratiquement l'égalité complète, l'égalité parfaite en Charente-Maritime. Une production plus faible dans les pièges inoculés en Charente et une production vraiment plus faible dans les Pyrénées-Orientales. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on essaie de relier ces résultats à l'histoire des truffières, et pour essayer de comprendre pourquoi d'une truffière à l'autre, il y a des écarts aussi importants. Il suffit là de placer un paramètre qui est la fréquence avec laquelle les trufficulteurs ont pratiqué des ensemencements au cours des années qui précédaient la mise en place de nos pièges sous les arbres sous lesquels on a travaillé. Dans le site des Charentes-Maritimes, l'ensemencement se fait de façon régulière et se fait de façon importante. En Charente, c'était plus faible et dans les Pyrénées-Orientales, c'était pratiquement inexistant. Et donc, on avait sur ces 3 sites un gradient d'intensité d'ensemencement des sites où l'ensemencement était le plus fort, en Charente-Maritime, vers le site où l'ensemencement était quasiment absent, en Pyrénées-Orientales. Et ça ne nous montre non pas une causalité, mais peut-être une corrélation assez intéressante entre le fait que des pièges sans inoculum produisaient tout autant que les pièges avec inoculum en Charente-Maritime, parce que des spores étaient mises régulièrement dans le sol, et peut-être que la perturbation seule suffisait à remettre en service ces stocks de spores, et les sols des Pyrénées où il n'y avait pas d'apport de spores réalisé, et que la perturbation seule expliquait assez faiblement le résultat des pièges. Donc on voit que la pratique d'ensemencement et sa régularité dans le temps peut avoir un effet important dans l'efficacité
des pièges lorsqu'on les met en place sur une truffière donnée. On y reviendra dans la conclusion de ce travail-là. J'insiste sur le fait que là, on n'est pas en train de parler d'une causalité, on voit juste une corrélation et ça permet d'émettre une hypothèse sur, on va dire, l'effet durable, l'effet diffus des ensemencements au cours du temps dans des truffières. Donc, cette première conclusion peut être réalisée là. On a des récoltes dans les pièges sans inoculum. Ça suggère qu'il y a un effet positif de la perturbation de sol, mais il semble être d'autant plus fort que des apports de spores passés ont été importants. Ça, c'est le résultat qu'on a constaté dans tous ces pièges. Alors, deuxième question posée, et la plus importante pour nous à ce moment-là, c'est quel est le rôle de l'apport des spores, et plus généralement de l'apport des fragments de truffes qu'on met dans les pièges au début de l'expérimentation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les résultats issus des pièges dans lesquels on a mis des truffes, avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, un seul type sexuel ou deux types sexuels. Alors, pour que vous compreniez bien le rôle de ces différentes modalités de pièges, je vais rappeler les 3 scénarios possibles et la méthode avec laquelle on a travaillé. Alors, on va précisément regarder les liens de parenté, je le rappelle juste, entre les truffes produites à la récolte et les truffes qu'on a introduites 2 ans plus tôt. Donc, à gauche, voici la truffe introduite et à droite, voici la truffe récoltée. Premier scénario, la truffe introduite dans les pièges, c'est un ensemble de glébas, donc de veines blanches et puis de spores. Première hypothèse, c'est de dire, quand je mets dans mon piège à truffes ces fragments de truffes, il y a des filaments issus des parties blanches, donc des parties maternelles, qui vont se développer dans le sol et qui vont venir à partir de ces premiers filaments se connecter à l'hôte pour former des mycorhizes. Et à partir de ces mycorhizes, 2 ans plus tard, j'ai la chance de récolter une truffe dont l'individu maternel, celui qui forme les veines blanches, est identique à ces mycorhizes-là qui proviennent des veines blanches de ma truffe introduite. Ça, c'est le premier scénario qui dit, je l'ai écrit là-haut, on retrouve de l'ADN de la gléba des truffes introduites dans la gléba des truffes récoltées. Donc ça, c'est l'hypothèse. L'hypothèse suivante, c'est que finalement, quand je mets une truffe, un morceau de truffe dans mon piège, je mets dans le sol le futur individu maternel qui nourrira les truffes que je récolte 2 ans plus tard. Deuxième scénario, dans la truffe que j'introduis, j'ai aussi, non pas que des veines blanches, mais j'ai aussi des parties sombres. Et donc, ces parties sombres, on l'a dit, sont faites de spores. Et mon hypothèse 2, c'est de dire, finalement, quand je mets ces fragments, je mets toutes ces spores vont germer, et vont germer pour féconder la truffe que je vais récolter plus tard. Non pas en allant faire une mycorhize dans le sol, mais en allant, grâce à ces filaments, féconder un individu qui est un individu maternel établi dans le sol sous forme de mycorhize. Mais en aucun cas, ce que j'introduis va aller faire des mycorhizes. Ça, c'est l'hypothèse, finalement, d'un apport de truffe qui consisterait à amener des individus paternels sous forme de spores qui vont germer, qui vont venir jouer le rôle paternel au moment de la production de la truffe. Et pour que ça se teste, il faut qu'on retrouve de l'ADN issu des spores des truffes introduites dans les spores des truffes récoltées. Troisième scénario, et c'est le dernier, promis. Le scénario serait le suivant. Donc toujours, j'ai mes morceaux de truffes que j'ai introduits, ils contiennent des spores, et ces spores, cette fois-ci, vont germer et vont s'établir sous forme de mycorhizes avec l'hôte, à partir des filaments de germination qui vont se connecter à la racine de l'arbre. Et ces mycorhizes vont servir de base pour l'individu maternel qui formera les veines blanches de la truffe récoltée. Donc, je suis à nouveau dans un scénario qui milite pour le fait que la truffe que j'amène fournira un individu maternel et que ce sera fait non pas à partir de la gléba, mais à partir de spores qui vont germer, se connecter à l'arbre et nourrir la truffe qu'on va récolter.
Pour cela, il faut que je retrouve de l'ADN des spores des truffes introduites dans la gléba des truffes récoltées. Alors, je sais que ce n'est pas forcément très simple, mais j'espère qu'avec ces petits visuels, vous voyez les différentes hypothèses testées. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Sous chaque arbre, alors là, c'est schématisé, bien entendu. Vous avez une ellipse qui vous délimite un brûlé théorique. Mais toutes les données que vous avez dessous dans les pièges sont des données réelles, issues d'un des arbres qu'on a analysé, et on pourrait placer comme ça tous les arbres de l'expérience. Donc là, c'est un arbre qui vous servira d'exemple pour comprendre ce qu'on a trouvé à la fin de l'expérience. Donc ici, vous avez le centre avec le tronc de l'arbre, la limite du brûlé, et puis nos différents pièges qui ont été installés sous l'arbre. Les pièges témoins, vous le voyez là, alors c'est en anglais malheureusement, mais vous voyez quand même la symbolique derrière, ce sont des petits pointillés. Donc ça, c'est un piège témoin. Et vous en avez un autre ici. Chacun des cercles, c'est une truffe récoltée. Donc vous voyez que dans ce piège témoin, une seule truffe a été récoltée. Dans celui-ci, on a 3 truffes à l'intérieur et puis 2 à l'immédiate limite de ce piège. Les pièges, pardon, avec inoculant, donc avec un fragment de truffe, sont les autres, soit en tireté beaucoup plus grossier, soit en alternance de tireté et de pointillé. Donc là, à nouveau, des pièges qui ont produit un grand nombre de truffes. La nature, la couleur de chacun des cercles là vous indique l'identité génétique de chacune des truffes. Ça veut dire que quand 2 cercles sont colorés de la même façon, ici j'ai 2 jaunes, c'est le même individu maternel qui a produit ces 2 truffes. C'est-à-dire que la gléba, donc les veines blanches, la gléba des truffes récoltées, était identique génétiquement. Par contre, quand j'ai une couleur différente, c'est que je n'ai pas le même individu génétique maternel. Donc, pour résumer, dans ce piège-là, on a récolté 2 ans après avoir semé des truffes, 6 truffes, dont 2 appartiennent au même individu maternel et dont 4 autres appartiennent à 4 individus maternels différents. Et enfin, il y a des cercles qui entourent donc ces colorations qui sont soit bleus, soit rouges. Ici, vous avez un cercle bleu, là, vous avez un cercle rouge. Ça, ce sont les types sexuels. Donc, on en a parlé tout au début de l'expérience qu'on a voulu contrôler. Donc, on voit concrètement que sous chaque arbre, on a récolté un certain nombre de truffes, essentiellement dans les pièges. Là, on voit qu'il n'y a pratiquement rien en dehors des pièges. Et puis, on voit qu'il y a une diversité importante d'individus maternels à l'échelle de l'arbre, voire à l'échelle du simple piège qu'on avait mis en place. Alors, je vous le montre parce que ça, si vous comparez à des travaux qui ont été publiés depuis quelques années sur le sujet, non pas dans les pièges, mais directement dans les brûlés, on n'a pas cette diversité d'individus maternels qui est observée systématiquement. Au contraire, on a généralement un individu maternel, voire 2, voire 3, et puis c'est tout. Et puis l'autre chose qu'on voit sur les travaux qui ont été publiés par le passé, hors piège à truffes, c'est que vous n'avez pas, sur un brûlé donné, cette diversité des 2 types sexuels, bleu et rouge, pour les individus maternels. Vous n'avez que du bleu ou que du rouge pour un arbre donné. Là, on voit qu'il y a un mélange dans les pièges. Il y a les 2 types sexuels qui peuvent former des individus maternels. On voit quand même que si je regarde mes individus jaunes, il y en a 2 là, il y en a 2 là, il y en a un là, il y en a 2 là, il reste ce qui est déjà publié par ailleurs, le fait qu'un grand individu maternel est présent. Donc c'est le jaune dont j'ai essayé de tracer des limites. Et ce grand individu, il semble cohabiter finalement avec d'autres qui ne sont pas du même type sexuel et qui ne sont pas génétiquement identiques. Donc on a cette population qui est faite d'un grand individu installé et pérenne, sans doute l'individu qui était présent avant la mise en place des pièges et qui est largement présent dans le sol sur la moitié du brûlé, dans ce brûlé-là. Et en plus de ce grand individu maternel, on a tous ces petits, là, le rouge, le bleu, le vert, tous ces petits individus maternels, qui sont localisés, qui sont nombreux,
et qui semblent être complètement imbriqués on va dire, dans les filaments de l'autre, celui qui est grand et établi. Donc, on voit que finalement, le piège de la structure génétique qu'on y rencontre, c'est un microsite où la structure familiale donc de la famille truffe présente est différente de ce qu'on observe dans les brûlés hors piège. Il semble qu'il y a un plus grand nombre d'individus maternels installés qui se sont exprimés. Donc, c'est ce qu'on a appelé ici une augmentation de la réceptivité maternelle. Il semble que l'effet piège, c'est un effet qu'on a baptisé un effet belle au bois dormant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on réveille de petits individus maternels dans les pièges qui se mettent à produire des truffes et que ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas en dehors des pièges dans les brûlés non perturbés. Alors, hypothèse, peut-être un rôle de la perturbation, tout simplement, dans la formation des ascogones, donc des cellules maternelles qui vont recevoir la fécondation par les filaments paternels et plutôt en bordure des pièges. Alors, je n'ai pas insisté sur la figure précédente, mais un grand nombre de truffes sont vraiment récoltées à la limite entre pièges et zones non perturbées. En tout cas, ce premier effet, il est clair, on a un effet sur la structure familiale dans les brûlés. Alors, deuxième effet, alors ce tableau, je vais vous le commenter, c'est pareil, c'est un peu codé et en anglais, donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de le commenter. On a regardé les liens génétiques entre les spores introduites et les truffes récoltées. Et donc, on a regardé les différentes signatures génétiques pour comprendre quel était le scénario qui avait fonctionné. Alors, comment on fait ça? On regarde le degré de parenté entre ce qu'on appelle ce mot-là qui est écrit, un relativeness, donc la relation génétique, la proximité génétique entre la gléba des spores, des truffes récoltées et le matériel introduit, et entre les spores récoltées et les spores introduites. Donc, et qu'est-ce qu'on voit apparaître immédiatement? C'est que la contribution de la gléba, elle est négative. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé dans les truffes récoltées, alors là, je vous ai placé 3 sites, S1, S2, S3. C'est les 3 qu'on a tout à l'heure commentés en termes de nombre de truffes par piège. Donc, sur ces 3 sites, systématiquement, on n'a trouvé aucune relation génétique entre la gléba des truffes introduites et les truffes récoltées. C'est-à-dire qu'à aucun moment, cette gléba elle a contribué à former du tissu nourricier pour les truffes récoltées. Donc, on n'a pas de contribution. Quand on regarde les spores, et là, c'est l'autre hypothèse, vous vous souvenez, les scénarios 2 et 3, on regarde si les spores, elles ont contribué à former des individus paternels, tout d'abord, c'est-à-dire à germer et à venir féconder un individu maternel en place. En fonction des sites, on voit qu'il y a des valeurs, et ces valeurs, alors sur les sites 1 et 2, elles ne sont pas significatives, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas de conclure avec certitude qu'il y a un lien génétique. Par contre, sur le site 3, elles sont hautement significatives. C'est-à-dire qu'on a moins d'une chance sur 10 000 de nous tromper lorsqu'on dit qu'il y a un lien génétique. Donc, en fait, sur ce site 3, le site où il y avait le moins de pratiques d'ensemencement avant la mise en place des pièges, on a trouvé un lien génétique, donc hautement significatif, entre le matériel récolté dans les spores, matériel génétique des spores récoltés, et les spores qui avaient été mises au départ. Autrement dit, les spores introduites ont servi à féconder les truffes qu'on a récoltées, et on en trouve la signature dans les spores des truffes récoltées. Donc, c'est le scénario paternel qui a fonctionné. Quand on regarde la dernière hypothèse, c'est-à-dire est-ce que les spores des truffes introduites ont germé et ont formé des mycorhizes maternelles qui elles-mêmes ont nourri les truffes récoltées, pour aucun des sites, on voit un lien génétique avéré. Donc, cette hypothèse semble peu probable. Donc, il y a bien un lien génétique, mais il est uniquement dans le cas d'un seul scénario. Alors, on va les remettre sous les yeux pour bien comprendre. Donc, le piège, c'est un microsite où l'on assiste à la reproduction par l'apport, il y a un 2 de trop là, mais d'individus paternels issus des spores introduites. Donc, je remets les scénarios pour qu'on le voit bien.
Donc, quand on met des morceaux de truffe dans le piège, on introduit des spores qui vont germer et qui vont féconder tout simplement un induit maternel qui est déjà en place dans le sol. En aucun cas, on introduit une gléba qui va venir faire des mycorhizes et nourrir une truffe. Et en aucun cas, on introduit des spores qui vont s'installer sous forme de mycorhizes et nourrir des truffes. Donc, ça montre que l'effet piège, c'est un effet qui va être ponctuel, c'est-à-dire qui va fournir des partenaires, mais que ces partenaires ne s'installeront pas. Ils viendront féconder des partenaires déjà installés, en tout cas sur les 2 ans de la manip qu'on a nous observé. On ne parle pas au-delà de ces 2 ans et peut-être que ces scénarios qu'on voit là se produisent plus tard. Et dans tous les cas, l'effet booster qu'on observe, pour prendre un terme à la mode, c'est un effet qui se fait via des spores et ces spores sont uniquement fécondantes et ne s'installent pas. Ça dure. Du coup, ça milite pour que cet effet se poursuive, pour qu'il y ait des ensemencements réguliers. Et que ce soit une pratique qui ne soit pas faite une fois à la plantation, mais une pratique qu'on fasse régulièrement pour alimenter ce stock de spores, je vais retourner sur la bonne, de spores qui vont être utilisés une fois et qui, du coup, une fois après utilisation, vont disparaître. Voilà. Donc, il y a une pompe à réalimenter dans le sol en termes de banque de spores. J'arrête de vous donner le tournis et je passe à la suite. Donc, pour conclure sur ce travail-là, je vais juste rappeler 2 petites choses. La première chose, il y a un truc qui me gêne, excusez-moi, c'est que le piège, c'est une pratique pour laquelle on a constaté que ça intensifie la production sous des arbres initialement producteurs. Alors, je n'ai pas détaillé ça, mais vous avez vu, il y a eu 10 trufficulteurs impliqués. À chaque fois, il y avait 3 arbres. On est même allé à 4 arbres chez certains, parce qu'ils avaient envie d'en faire un peu plus. Ce qu'on observe, c'est plus l'arbre était un bon producteur au moment où on met les pièges, mieux ça a fonctionné dans les pièges. Et lorsqu'on a choisi des arbres qui étaient de faibles ou de non producteurs, faibles producteurs ou non producteurs, nos pièges ont été faibles ou non producteurs. C'est un effet qui semble du coup limité dans les modalités testées pour amorcer des arbres non producteurs. C'est une pratique qui semble plus intensifier, concentrer la production d'arbres déjà producteurs. L'autre point important, c'est que le travail du sol semble jouer un rôle et que ce rôle est d'autant plus important qu'il y a des spores prêtes dans le sol pour alimenter les mariages entre induits maternels établis et spores introduites. Et finalement, on peut voir que le travail du sol et ensemencement sont des pratiques synergiques, puisqu'elles semblent interagir positivement et être, alors pour prendre un terme un peu de sport, 2 fondamentaux pour le trufficulteur, 2 pratiques réellement importantes, centrales, pour assurer une production en plantation. Je voulais juste remercier et citer ici les personnes qui ont participé à l'expérimentation. Donc, Sandrine Fizala, dont on a parlé, Jean-Puy Sécure, dans les Pyrénées, dont on a aussi parlé tout à l'heure, Guy Rétoré, Bernard Rosa, Hervé Jacquemin, Max Laglaire, Jean-Luc Maginty, Alec Meunier, Gilbert Serran, Pierre Gomez, Jean-Pierre Braille, Jean et Maria Joya et Alain Grousset. Ce travail, je tiens à le dire, a été aussi soutenu et réalisé uniquement grâce aux trufficulteurs, mais aussi grâce à la région Occitanie. Et là, je voudrais remercier Claude Cougnac, Jean Barthier et Guy Cancel pour leur soutien. Et je n'oublie pas Xavier Romero, plus particulièrement, qui n'est pas écrit ici, parce que je voulais en parler, sur qui on peut vraiment compter pour ce genre d'expérience. Qu'il en soit remercié. Et enfin, on voulait se souvenir de Jean-Luc Brissac, qui le premier nous a montré, à Gabriel Callot et moi, ces pièges qui produisaient dans le Lot. Et puis Christian Bourquin, disparu il y a quelques années également, qui a contribué à ce que ce programme se fasse. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Franck, pour cette conférence très, très intéressante et puis pour avoir tenu un timing parfait. Alors, tu vois, qui l'eût cru?
Donc, il est 14 heures. On a une petite demi-heure devant nous pour un temps d'échange avec les participants. Alors, déjà, petite information là, par rapport aux participants. Pour toi, Franck, là, je ne sais pas si tu vois, on avait une bonne trentaine d'inscrits. On a une dizaine de participants seulement autour de la table. Là. Donc, on est en petit comité. Bien. Ça De peut toute être façon, sympa. la conférence sera mise en ligne ensuite, donc elle pourra être revue par tout un chacun à d'autres moments. Donc, alors, petite information à tout le monde, vous pouvez aller utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, quand vous êtes en bas de votre écran Zoom, vous avez un certain nombre d'options, de fonctions, et en plein milieu, vous avez l'option chat avec une petite bulle, genre bulle de bande dessinée. Donc, vous pouvez rentrer là-dedans pour poser vos questions par écrit. Sinon, un petit peu plus à droite, vous avez un petit smiley avec écrit réaction. Et au travers de cet onglet-là, vous pouvez... alors, je ne vois pas l'option lever la main, mais vous pouvez lever le pouce, on va dire, et en levant le pouce, je sais que vous demandez la parole et je peux vous la donner. Donc, en attendant que les gens se manifestent, Franck, moi j'ai noté un certain nombre de questions, donc je peux peut-être engager les débats et les discussions. Au début de la présentation, là, tu expliques que cette pratique d'ensemencement est une pratique ancienne dans le monde de la trufficulture. Moi, ça fait effectivement très longtemps que j'en entends parler. Et tu citais dans ton introduction que les trufficulteurs pouvaient faire de l'ensemencement avec des débris de truffes, des truffes abîmées, des truffes pourries ou autres. Et on sait effectivement qu'il y a différents types de qualités de truffes qui sont utilisées pour faire ces pièges. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ça? Est-ce que vous avez veillé à travailler avec une qualité spécifique de truffe en termes de maturité? Est-ce que, par exemple, le coup de truffe gelée immature ou de truffe trop mature, est-ce que c'est problématique ou pas? Est-ce que ça a été testé? Alors, très bon point. Nous, on a travaillé avec du matériel en parfait état. C'est-à-dire que pour les besoins d'expérience, il fallait que ça fonctionne. Donc, on a limité les risques de ne pas avoir de récolte à la fin de la manip. Donc, on a évité de prendre des truffes immatures pour pouvoir tester l'hypothèse sport. Et puis, on a pris des truffes de taille importante pour qu'on puisse partager l'inoculum entre nos différents trufficulteurs. Tu as vu, il faut 5 grammes à chaque fois sous chaque arbre. Il nous fallait une quantité d'inoculum importante. Et il fallait qu'on ait le même pour que génétiquement, on connaisse son identité au départ. Donc, on a pris des belles truffes, matures. Et du coup, on s'éloigne un peu, peut-être sur le plan de la qualité, de certaines pratiques locales qui consistent à prendre plutôt des choses mal fichues, voire des choses qui ont déjà qui ont été récoltées, pas forcément mûres, des rebuts. Donc là, on a pris une qualité supérieure à sans doute ce qui se fait en moyenne chez certains trufficulteurs. C'est vrai. Il fallait qu'on se place dans des conditions optimales pour avoir de la récolte. Ça, c'était notre leitmotiv. Sachant que derrière, alors pourquoi on fait ça, hein, c'est que derrière, on a, alors je ne suis pas rentré dans le détail, mais la mise en lien génétique entre ce qu'on récolte et ce qu'on a semé, c'est une analyse de probabilité. Et ça nécessite d'avoir des données. Et du coup, pour avoir des données, il fallait vraiment un nombre de truffes important. Si on n'a pas le nombre de truffes suffisant, on ne peut pas mettre en place nos tests. Et on se retrouve sur un résultat qui va être mi-figue, mi-raisin. Et on va se dire peut-être. Et on voulait éviter ce problème-là de boucler une manip en ne pouvant pas conclure parce que les probabilités qu'on trouvait étaient pas significatives. Et si tu vois bien, on arrive tout juste sur un site à avoir une très haute probabilité. Alors, on est ravis. Franchement, on est ravis parce que la démonstration est faite. Mais on aurait aimé avoir un beaucoup plus grand nombre de truffes pour élargir cette conclusion, même dans des sites où c'est pollué par des apports de sport réguliers. Là, l'effet apport de sport régulier, il sort parce que
Parce que finalement, on n'a pas non plus 500 truffes dans nos pièges, mais quelques dizaines, et que ça ne permet pas d'aller chercher du signal très très fin dans notre jeu génétique. D'accord. Juste un petit complément là dans ma question et après je passe à une première question qui est sur le chat. Du coup, ce nombre de truffes qui est nécessaire pour valider et alimenter les résultats, potentiellement, il peut continuer à augmenter dans les années qui suivent la manip. Donc, au-delà des 2 ans, est-ce qu'il y a un suivi qui a été mis en place ou qui est prévu au-delà de ces 2 ans pour augmenter l'échantillon de truffes? Alors, non, parce que les truffes c'est une manip destructive. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin de la manip, on éventre tous les pièges, on les vide de leur contenu, on récolte toutes les truffes. Du coup, ce n'est pas fait pour se prolonger. Mais quand même, on était tenté de regarder ce qui se passait l'année 3 et ça se poursuit. Il y a certains pièges qui ont continué à donner des truffes. Mais ce n'était pas la vocation d'aller au-delà. Mais il faut savoir aussi qu'on était obligé de les éventrer parce que 73% des truffes n'ont pas été détectées par les chiens. On avait finalement, quand on a fait passer sur les pièges des trufficulteurs, un faible nombre de truffes détectées. Et donc, on s'est dit, bon, c'est peut-être une réalité, peut-être qu'il y avait très peu dans les pièges, mais quand même, on aimerait bien voir s'il n'y a pas de petites truffes qui sont restées profondément. Et en fait, la surprise a été importante, puisque chez tous les trufficulteurs chez lesquels on a travaillé, on a eu la bonne surprise de retrouver des truffes. Et en fait, une majorité des truffes avaient échappé aux chiens. Alors, soit parce qu'elles n'étaient pas encore mûres, et qu'au moment de la récolte, on a quelques immatures qu'on a quand même prélevées, soit parce qu'ils les avaient réellement ratées, on a trouvé des truffes qui étaient déjà en parfait état de maturation, voire qui avaient déjà eu le temps de pourrir, au fond des pièges. Et donc, les chiens n'ont pas complètement détecté le contenu des pièges. Donc, ça nous a forcé à vraiment racler et à vraiment aller chercher toute l'information qu'on pouvait exploiter de ces pièges. Ok. Alors, il y a une question qui a été posée sur le chat par Gat. Alors, désolé, hein, j'ai que vos pseudos pour vous nommer. Donc, est-ce que l'on doit privilégier un apport de sport issu d'une récolte locale ou lointaine, voire d'une autre région? Alors, vaste question. Il y a plusieurs réponses à ça. Il y a des réponses en fonction des objectifs ou de la casquette qu'on prend. Si je prends la casquette de l'écologue, j'ai envie de dire que je privilégierais les adaptations locales. C'est-à-dire que sur un terroir donné, dans un territoire donné, je travaillerais peut-être en circuit court. C'est-à-dire qu'effectivement, sur des génotypes locaux adaptés aux conditions de sol, adaptés aux conditions climatiques, adaptés à tout ce qui a pu se passer à l'histoire du terrain, j'aurais plutôt tendance à inoculer avec du matériel génétique local. C'est plus une question d'adaptation locale qui peut être illustrée là. Autre question on va dire, plus éthique. Et là, je ne fais pas d'écologie. Hein. Je me dis, est-ce que c'est tout à fait bon de mélanger autant avec des provenances diverses et variées et finalement de ne pas contrôler la qualité, de ne pas contrôler les sources. Donc là encore, je me dis, si je contrôle mon inoculum qui est local, j'ai peut-être aussi un œil sur la qualité. Donc pourquoi pas privilégier, encore une raison pour privilégier le local. Ça, c'est cette dimension-là. Après, la dimension écologique, dans la thèse d'Elisa Tachen, on a regardé les liens de parenté entre les truffes qu'on récoltait sous un même arbre. Et on s'est aperçu que les truffes donc récoltées sont souvent fécondées par un proche. Et ça nous permet de rebondir sur les truffes oubliées par les chiens. Il semble que ces truffes oubliées, elles servent de réservoir de spores et elles ont la capacité à féconder une seconde fois leur mère. Parce qu'on a trouvé des oncles qui avaient tendance à féconder une même mère. Donc, il ne semble pas y avoir chez la truffe ce qu'il pourrait y avoir chez l'humain avec ces dépressions de consanguinité. Et le local semble être en mesure d'auto-féconder au sein d'une même famille
si on parle un peu de famille au sens générique, hein, même famille de truffes, il semble que les spores produites localement aient capacité à féconder la mère qui leur a donné naissance. Ça, c'est des travaux d'Elisa qui ont été publiés et qui montrent des fortes parentés, forts degrés de parenté dans les truffes récoltées sous un même brûlé. Donc encore peut-être un argument plus écologique ou plus biologique pour dire ouais, le local ne pose pas de problème particulier. Peut-être ajouter. Alors, je vous présente Gabi Callot qui est avec nous, Oui, c'est là. qui a participé à la manip. Oui. Peut-être pour répondre à ta question, il faut savoir que tous les trufficulteurs que j'ai fréquentés pendant 50 ans, tous les très grands trufficulteurs, tous, ils mettaient systématiquement des spores dans le trou de cavage. Et au lieu de ramasser toute la truffe, ils canifaient la truffe, ils en donnaient, ils mettaient là. Donc, ils réensemençaient systématiquement tous les ans au même endroit où la truffe était récoltée. Donc, elle avait plus de chances d'être une voisine que de venir de Chine. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir brassé trop l'origine des spores qu'on en arrive maintenant à une sénilité, une mauvaise fécondité. Bon, en tout cas, ça ouvre plein de questions. Hein. Ça ouvre plein de questions. C'est une question qui finalement peut être très large et qui derrière nous questionne sur les conséquences finalement de mondialiser un système aussi quelque part, c'est-à-dire d'organiser des échanges à plus longue distance de matériel génétique. Elle est éthique aussi cette question, hein, parce qu'on sait bien que on touche quelque chose qui n'a pas été construit autour de ces échanges de grande distance sur un plan biologique. Donc elle est très très large cette question. Hein. Et en tout cas, comme le dit Gabriel Callot, c'est quelque chose qui est différent de ce qui a été fait de façon assez traditionnelle pendant des décennies par les caveurs. Bon, mais il y a des pans de recherche encore à venir. Ah oui. Intéressant. Alors, on a une autre question sur le chat de Myriam Duchemin, qui est la responsable du laboratoire de diagnostic chez MICEA, qui demande « Y a-t-il une plus grande diversité génétique maternelle sur les truffières plus âgées ?» Alors, la manip n'a pas été construite sur un grand gradient d'âge de truffières. Donc, ça va être difficile de répondre à ça. Pour pouvoir répondre à ça, il aurait fallu choisir quelques classes d'âge, avec plusieurs truffières dans chacune des classes d'âge, effectivement, voir s'il y a un effet sur la diversité des génotypes maternels. Donc, ce qu'on peut dire, nous, avec le stock de truffières sur lesquels on a bossé, donc sans grosse robustesse du gradient d'âge, c'est que la diversité maternelle, elle est observée dès le début, y compris sur les jeunes truffières qu'on a testées dans les pièges. On a une expression d'une diversité maternelle. Elle ne semble pas bloquante, cette diversité maternelle. Elle s'exprime sur des truffières de moins de 5 ans déjà, en tout cas de moins de 5 ans de pratique, comme sur les truffières plus âgées. Donc voilà, il n'y a pas de signal, on va dire, positif du vieillissement dans l'expression du nombre de mères. On n'a pas vu ça. Ni dans l'expression du nombre de pères. On a une grande diversité systématiquement exprimée dans les pièges des deux côtés. Et pourtant. Alors, moi, j'ai encore une ou deux questions. Je reprends la main là, parce qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Est-ce que tu pourrais, Franck, remettre ta présentation Ouais. À la slide où on avait les camemberts de répartition de la production entre pièges et non-pièges Oui. sur la dizaine de truffières. Bien sûr. Elle est là. Voilà, super. Alors, parce que je t'avoue que moi, j'ai été très interpellé par cette diapositive, hein, de voir quelle était la diversité des réponses qu'on avait d'un site à l'autre. On va vraiment d'un extrême à l'autre. Ouais. Du coup, la question que je voulais te poser, c'est au regard des résultats que tu nous as présentés ensuite, est-ce que tu arrives à émettre des hypothèses pour expliquer cette très grande diversité de réponses? Et je me pose notamment la question pour les sites 9, 10, 11, hein, où on a
on a Les pièges. dans les pièges. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, j'imagine qu'on est sur des truffières productrices, hein, c'était l'idée, on est sur des arbres producteurs. Donc là, on est quand même sur des sites où on a une production significative et pour autant, on n'a rien dans les pièges. Ouais. Alors, c'est sans doute multifactoriel, hein, cette histoire-là. Alors, les effets des pièges semblent dépendre, d'une part, des conditions de sol dans lesquelles ils sont placés. On va prendre un exemple un peu qui peut permettre d'illustrer parce que c'est du vécu. Dans des terres très lourdes, des terres argileuses, installer un piège à truffes rempli de tourbes fait ce qu'on appelle un piège à eau. C'est-à-dire qu'il va créer des conditions d'engorgement dans la cavité qui vont être potentiellement quelque chose de délétère pour la truffe. Ce même piège, s'il est fait dans une arène issue d'une molasse, par exemple, ne gérera pas la même ambiance hydrique dans le sol. Donc, les conditions de sol dans lesquelles est établi le piège devraient être intégrées dans la démarche pour savoir un peu dans quelle mesure il peut permettre d'améliorer ou pas les conditions dans lesquelles les truffes se développent dans la truffière sans piège. Et ça doit être mis en lien avec le climat et les régimes d'arrosage. Parce que là encore, on est sur des truffières qui ne vont pas avoir du tout les mêmes modalités d'arrosage. Il y a des gens là dans la carte qui arrosent pour réduire la température du sol quand c'est trop élevé. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre de l'eau pour mettre de l'eau. Ils vont mettre de l'eau pour régler un problème de température haute au mois d'août, par exemple, qui peut être responsable d'avortement. Il y en a d'autres qui vont arroser de manière plus empirique, parce qu'il leur semble qu'il faudrait, sur des signes observés sur ce qu'ils utilisent pour se dire tiens, il faut arroser. Et pour le coup, vont arroser parfois très abondamment. Imagine une terre lourde avec de la tourbe, un arrosage très lourd. Peut-être que là, l'effet est négatif sur le piège. Donc, si tu veux, il y a tous ces facteurs de variation de l'effet piège qu'il faut prendre en considération et qui fait que, à mon avis, d'une truffière à l'autre, ce n'est pas le même piège exactement qui va fonctionner. Ni dans sa profondeur, ni dans son respect des racines, ni dans sa texture, ni dans sa disposition par rapport à l'arrosage. Et c'est, à mon avis, des choses qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on commence à réfléchir à des pièges à truffes dans une truffière. Voilà, c'est un peu ça. Et après, il y a tous d'autres facteurs dont on a parlé et dont Myriam vient d'évoquer l'existence, l'âge des arbres. Est-ce qu'un piège à truffes va stimuler autant un arbre à 3 ans qu'un arbre à 15 ans? Le type de pratique qu'il y a du sol aussi. Quand on a ensemencé régulièrement, là, si vous voulez, en tout cas dans ces truffières, on l'a un peu dit, il y a on va dire des intensités d'ensemencement qui sont très différentes. Et comme on l'a vu, plus on a ensemencé régulièrement, plus on a de chances que les pièges produisent. Et donc, dans les mauvais scores de pièges, il y a peut-être des endroits, je dis peut-être parce que je n'ai pas fait les mesures précisément, notamment avec quand il fait inoculum présent, il y a peut-être des endroits où les pièges ont été introduits dans un contexte de pénurie de sport. Et du coup, ça ne fonctionne pas, non pas parce que les conditions ne sont pas bonnes, mais parce qu'on n'apporte pas assez finalement d'individus paternels sous forme de sport au moment où on met en place les pièges. On peut imaginer ce que tu viens d'évoquer aussi, c'est que chez certains trufficulteurs, on n'a pas forcément, ou la question d'avant, on n'a pas forcément veillé à la qualité des brisures de truffes amenées. Je voudrais juste prendre un exemple pour t'illustrer ça. C'est une très bonne question, vraiment. Alors, je vais là. Cette photo-là, ça a été fait, c'est une photo en micro qu'on a réalisée sur une préparation qui sert à ensemencer les pièges. Donc, c'est une personne qui récupère ses truffes et qui les passe au moulin à café. Elle fait sécher, passe au moulin à café. Et ensuite, elle en met quelques pincées dans ses pièges. Je ne sais pas si vous voyez l'état des spores.
On peut s'amuser à se balader là, par exemple, dans la partie en bas à gauche. Toutes les spores sont éclatées. Et je me suis mis à faire des comptages et je me suis aperçu que sur ces modalités-là de préparation, 95% des spores étaient cassés. Donc, cette personne-là, elle pense bien travailler, fait une poudre bien fine de sa préparation, elle met ça à sa tour et elle fait les pièges avec. Et en voulant trop bien faire, elle, elle détruit le potentiel d'inoculation de son piège. Donc, on a travaillé, on a regardé à être moins violent mécaniquement. Effectivement, on améliore les choses et d'un seul coup, toutes les spores sont préservées. Mais en fait, le problème, c'est la place de l'empirisme dans ces pratiques. Sur la carte que tu me demandes de regarder, on a aussi quelque part l'empirisme et ses conséquences. C'est que les trufficulteurs, ils sont souvent isolés, ils font de leur mieux. Et il manque d'Alcina quelque part au NICEA aussi derrière eux. Il manque de laboratoires, il manque de gens qui permettent d'évaluer l'efficience de leur pratique avec des vraies mesures, des vrais diagnostics. Et ils tâtonnent. Et en tâtonnant, parfois, ils arrivent à zéro résultat sans savoir quel est l'endroit où ça n'a pas fonctionné, pour quelle raison ça n'a pas fonctionné. Voilà, là, vous avez une illustration de ça, ce type de pratique, ça ne va pas marcher. Non, mais je trouve que ce que tu expliques là rejoint complètement ce qui est une sorte de culture de la trufficulture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Non. Pas plus dans les pièges à truffes que pour la taille ou pour l'irrigation ou pour le travail du sol. Installer de bons pièges à truffes, ça nécessite d'avoir réfléchi le type de sol sur lequel on est, d'avoir réfléchi la qualité de l'inoculum qu'on utilise, de prendre en compte l'historique d'apport que l'on a sur la truffière. Il y a comme ça tout un paquet de paramètres. Et c'est intéressant de voir que voilà, cette thématique des pièges à truffes, on n'est pas sur quelque chose de simple et on n'est pas sur un produit miracle. Complètement. Ça mérite un diagnostic à chaque fois. Je reviens au chat puisqu'on a une nouvelle question de Gat qui demande « Est-ce que l'on ne prend pas un risque à rajouter de la tourbe dans les pièges au niveau des arômes des truffes ?» Ah, et du coup, j'ai un renseignement supplémentaire. Il s'agit de Martine Gat puisqu'elle a signé sur ce message-là. Merci Martine. Alors, c'est encore une excellente question. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour poser des bonnes questions. Ouais. Alors, c'est pareil, question qu'on se pose et qui rejoint le fait que les chiens n'ont pas senti des truffes dans un certain nombre de cas. Au-delà de la question, est-ce que les truffes issues des pièges ont autant d'arômes que les truffes qu'on récolte dans le reste de la truffière et dans les terres non enrichies en tourbe ou en terreau? Moi, je ne sais pas répondre scientifiquement parce qu'on manque de mesures. Si je faisais une enquête ethno, j'aurais sans doute une réponse oui. On entend énormément de témoignages qui discutent de ce problème des arômes de truffes et du fait qu'effectivement, les truffes issues des pièges et qui se seraient développées dans des tours n'aient pas tout à fait le même potentiel organoleptique et notamment odorant par rapport aux truffes issues de sols en place. Je n'ai pas de mesure pour dire ça. Effectivement, j'entends ça régulièrement. Ça fait partie des choses qu'on pourrait tester et plus largement, on pourrait essayer de comprendre ce qui est en train de se passer potentiellement avec l'évolution de ces qualités de truffes. Vaste question. On peut aussi mettre ça en lien avec le fait, par rapport à la question de tout à l'heure, où on a tendance à mélanger des inoculums peut-être de mauvaise qualité, issus de truffes qui ne sont pas forcément les plus odorantes, puisque celles-là, elles sont vendues. Et est-ce que quelque part, alors pareil, je spécule, parce que je n'ai pas de données pour dire ça, mais bon, on discute, donc c'est toujours intéressant d'évoquer ce genre d'idée-là. Est-ce que quelque part, par notre façon de travailler aujourd'hui, on n'a pas contre-sélectionné les truffes qui ont ces qualités, puisqu'elles sont systématiquement exportées du système, vendues pour être consommées, et que seules restent celles qui n'ont pas ces qualités. Et donc, seules se reproduisent localement celles qui n'ont pas ces qualités. Et donc, on sélectionne potentiellement, si génétiquement c'est bien ancré, des caractères qui ne sont pas ceux qu'on recherche. C'est une vraie question à explorer. Une question cruciale parce que du coup, elle s'inscrit dans la durée en plus.
Complètement, complètement. Et là, on a vraiment potentiellement, si c'est le cas, hein, quelque chose à changer. Alors, question complémentaire, et après je reviens au chat parce qu'on a une nouvelle question. Du coup, dans le dispositif que vous avez mis en place, est-ce qu'on était systématiquement sur le même type de substrat pour héberger l'inoculum, entre guillemets? Est-ce que vous avez mis de la tourbe partout sur toutes les truffières, ou est-ce que, selon le trufficulteur chez qui vous vous trouviez, il y avait une diversité de substrats? Non, on a essayé de contrôler ça et on va dire, de normaliser la méthode des pièges. Et c'était parfois à contre-cœur chez certains, parce que chez certains, ils mélangeaient. Ils avaient l'habitude de faire des pièges d'une certaine manière, et notamment en faisant moitié-moitié ou un tiers, deux tiers de tourbe et d'un autre substrat, notamment de la terre de la truffière, pour être moins violent dans le changement de texture. Là, on a vraiment essayé de normaliser au maximum et d'avoir un substrat commun. D'accord. Alors, je reviens au chat où on a deux questions, et puis comme il est 14h25, je vous propose qu'on prenne ces deux questions, puis qu'on aille vers la conclusion. Alors, la première, c'est une question de Georges. Question d'un néophyte. Hormis le côté scientifique, y a-t-il intérêt à conserver les pièges en activité au-delà de 2 ans? Et sans vouloir occasionner des dégâts aux racines, quelles seraient les dimensions idéales du piège? Simple trou de cavage ou superficie plus étendue? Et ensuite, on pose aussi la question de l'importance de l'irrigation des pièges. On va faire dans l'ordre. Tu les as sous les yeux, les questions, Franck? Ben, j'enlève mon partage, comme ça je les vois. Oui, je les vois là. Ça y est. Okay. Alors, donc je remonte à... Alors, conserver des pièges en activité au-delà de 2 ans, ça va dépendre des truffières. On a travaillé avec des gens qui récoltent à 3 ans. Vous avez vu sur la carte, c'était le cas. Il y avait notamment dans le Lot, il y avait des personnes pour qui les pièges étaient récoltés à 3 ans. Et à 3 ans étaient tout à fait producteurs de truffes. Donc, pour des raisons qu'on n'a pas élucidées, ces personnes-là, dans leur truffière, c'est à 3 ans que l'ouverture se fait. Chez d'autres, c'est 2 ans. Et puis, il y a même des truffières où à 1 an, il y a déjà de la production constatée. Alors là, on rentre dans l'empirisme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément si ce qui est récolté à 1 an est issu des spores qu'on a mis l'année précédente. On ne sait pas si ce qui est récolté à 3 ans n'est pas passé par l'établissement d'une mycorhize issue des spores qu'on avait mises. Si c'est exactement le même scénario qui se produit à 1, à 2, à 3. On connaît le scénario à 2. Le scénario à 2, c'est les spores qui germent et qui fécondent. À 1, il peut se passer autre chose. Pourquoi pas la perturbation seule, et finalement pas encore un rôle des spores, mais seulement un rôle de la perturbation qui pourrait faire se réveiller certains légumes maternels. À 3 ans, on peut imaginer un effet durable de la banque de spores. Ça, c'est un truc important. Vu l'effet qu'on a pu constater sur le gradient d'intensité de l'ensemencement, il y a fort à parier pour qu'il y ait un effet qui se poursuit et que ces spores ne germent pas de manière synchrone tout à 2 ans. On peut imaginer que ces spores vont germer par un stimulus provoqué par la rencontre avec l'individu maternel. Du coup, celles qui ne sont pas à proximité, elles attendent que la rencontre se fasse et elles germent à ce moment-là. Ça, pareil, je spécule, je n'ai pas de données, mais on a dans le modèle des ascomycètes déjà des choses qui se passent comme ça, avec des dormances plus ou moins longues et des réveils tardifs. J'en parle parce que chez les ascomycètes, il y a beaucoup de champignons pour l'illustrer, champignons qui poussent après les incendies. Et les incendies de forêt, ce n'est pas tous les ans. Vous avez des périodes sans feu de plusieurs décennies, et d'un seul coup, il y a un feu. L'année d'après, ces ascomycètes, dont les spores sont dans le sol, germent massivement. Et elles ont une capacité de dormance entre 2 feux. La truffe est un ascomycète, pas carbonicole, mais c'est un pionnier, et c'est du coup un champignon adapté aux perturbations. On sait que les perturbations, ce n'est pas tous les ans. Donc, il y a sans doute cette capacité de dormance. Après, pour ce qui est des formes de pièges, des dégâts sous les racines, les trufficulteurs sont extrêmement inventifs. Et il existe tout un tas de configurations de pièges qui ne sont pas forcément circulaires ou carrés et qui ne sont pas forcément très, très localisés. Il y a des personnes qui quasiment traitent leur truffière comme un gros piège. Puis il y a des personnes qui ont des pratiques un peu différentes. Je ne sais pas ce qui est idéal.
j'ai envie de dire qu'encore une fois, chaque truffière sa réponse, avec l'histoire de la truffière, avec les modalités d'irrigation, avec quelques paramètres qu'il faut prendre en considération quand on réfléchit la disposition et la forme des pièges, et que on va dire que tout est à inventer par truffière. Après, est-ce qu'il faut irriguer les pièges? Là encore, c'est pas quelque chose qu'on a testé nous, puisque là, dans nos truffières, on avait de l'irrigation quasi systématique et on n'avait pas un gradient pour tester ça. Encore une fois, si on veut répondre au rôle de l'irrigation, là, je vous invite à regarder les travaux qui ont été faits par Colinas en Espagne, qui ont consisté à vraiment tester des gammes d'arrosage avec des périodicités d'arrosage et des arrosages qui compensent plus ou moins l'évapotranspiration des plantes pour arriver jusqu'au stress ou pas au stress. Et on voit que la truffe, elle répond. Alors, pas en production de truffes récoltées, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, mais en nombre de mycorhizes, en densité de mycorhizes de truffes. On voit que là, c'est un champignon qui vraiment répond à l'arrosage au moment où il est fait et à la quantité d'arrosage qui est ajoutée à la truffière. Donc, il y a fort à parier que pour les pièges, il y a également une réponse à attendre de la truffe. Ce que montre Colinas, c'est que trop arrosé, c'est pire que de ne pas arroser. Les témoins non arrosés se comportent mieux en densité de mycorhizes de truffe que les modalités où 100% d'évaporation est compensée par l'arrosage. Ça, moi, c'est un résultat que je trouve vraiment important. C'est que la truffe, c'est quand même un champignon du sec. C'est un champignon méditerranéen. Ce n'est pas un champignon océanique. Même si en Charente, on en trouve, et même si les choses bougent. Mais c'est initialement un champignon endémique du bassin méditerranéen qui semble en capacité et plutôt même mieux s'en sortir végétativement quand il y a un stress hydrique. Alors, modéré. Je donne une information à tout le monde là, et puis après on passera à la dernière question. La prochaine conférence que l'on organise dans le cadre de TruForum aura lieu mercredi prochain, 23 février. C'est une conférence qui sera donnée par Claude Murat, qui est ingénieur de recherche à l'INRAP de Nancy, qui travaille sur la truffe et la trufficulture. Et sa conférence portera sur la gestion de l'eau dans les truffières, avec un focus notamment sur les sites expérimentaux de la région Occitanie. Et donc, dernière question qui a été posée par Myriam Duchemin. Quelle a été la période de mise en place des pièges lors de l'expérimentation? Donc, on a attendu la fin de la période de fructification et on a mis en place, c'était en mars, il me semble, au mois de mars, les premiers pièges, les pièges. Voilà. On voulait être aussi en place avant la première saison sèche, comme le font les trufficulteurs. C'est plutôt au début de printemps. Ok. Bon, ben écoutez, il est 14h33. On arrive au terme de l'heure et demie qu'on avait prévu pour cette intervention. Pour conclure, je voudrais commencer par dire un grand merci à Franck Richard. Ta présentation était vraiment très intéressante et moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses et je pense que les participants également. Merci à tout le monde déjà pour avoir joué le jeu, de bien respecter comment se passe une conférence en ligne. Contrairement à ce que je vous avais dit au départ, je n'ai pas eu du tout à intervenir et du coup ça a pu se passer dans de très bonnes conditions. Merci pour les questions qui ont été posées. Qui ont permis d'enrichir ce débat. Je suis content que tout ça soit enregistré et que ça puisse être mis en ligne dans les semaines qui viennent. Et puis, je vous invite à aller balader un petit peu sur le site de TruForum. Vous y verrez donc la programmation dans les semaines à venir pour la région Occitanie. N'hésitez pas à aller voir aussi tout ce qui se met en place sur les autres territoires. Sur le territoire de Vic, notamment, il y a une grosse semaine dédiée à la trufficulture à la fin du mois de février, avec un certain nombre de conférences très intéressantes. Voilà, allez jeter un coup d'œil à tout ça. C'est une petite mine d'or, la société TruForum. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt sur les différentes animations de TruForum. Et Franck, vous pouvez dire un petit mot
Martin, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.